Bien. Écoutez, bonjour à tous pour cette rencontre de l'agence qui est un peu particulière puisque nous avons, et merci de nous en excuser, pris l'option d'être sur une manifestation qui sera exclusivement en visio. Nous sommes sur un laps de temps de 9h30 à 11h. Nous avons environ un petit 200 visionnautes aujourd'hui qui nous suivent à cet instant, et vous dire que nous sommes là aussi dans le cadre de ces rencontres pour parler d'un sujet qui est un sujet majeur, un sujet d'actualité qui s'articule autour de la transition alimentaire et du mieux consommer et surtout du consommer autrement. Donc merci à nos intervenants. Je voulais vous les présenter. Monsieur Francis Vercamer, qui est vice-président à la métropole européenne de Lille, en charge de l'aménagement du territoire et de la stratégie à l'urbanisme. Monsieur Pierre Malavielle, du groupe L-Market pour la métropole, donc basé à Lille. Monsieur Aguillon, qui représente le groupe Auchan et qui est directeur du développement et franchise à Auchan Retail France, et Monsieur Decornet, qui est directeur du pôle commercial communication chez Vitamine T. Alors un sujet aujourd'hui, je le disais, d'actualité, un sujet qui tourne autour de cette hyperconsommation qui est aujourd'hui décriée ou pas, en tout cas, qui est à un véritable tournant. Et on se pose aussi les questions de revisiter ce modèle économique de la consommation aujourd'hui. On parle également de santé autour de cela, on parle de circuits courts, on parle de produits éthiques, équitables, on parle d'environnement, on peut aussi parler, dans cette logique de circuits courts, de foncier. Donc cette transition alimentaire, aujourd'hui, est un sujet qui nous anime et qui nous passionne. Donc merci également à Monsieur Badeau d'être présent, d'être notre grand témoin, d'être l'invité, d'être celui qui va poser un regard sur ce sujet-là. Monsieur Olivier Badeau est donc docteur en économie et en anthropologie, professeur à l'ESCP Business School et à l'université de Caen. Et je crois que, Monsieur Badeau, vous êtes également l'auteur d'un livre avec Philippe Moati, Utopie et consommation. Voilà. Donc, avant de vous laisser la parole, c'est une rencontre que j'anime avec ma collègue Emma Rodin. Donc, avant de vous laisser la parole, je vais laisser la parole à Monsieur Vercamer, je l'ai dit, qui est vice-président à la métropole européenne de Lille. Métropole européenne de Lille qui est quand même aujourd'hui concernée par ce sujet du commerce au titre de la métropole, mais on est dans une région où c'est un sujet qui est très prégnant pour nous, pour les élus, pour les habitants, en tout cas pour l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ce sujet-là et à la réflexion de nouvelles visions. En tout cas, aujourd'hui, il est important de plus en plus d'écouter les usagers, comme on peut le dire en termes de mobilité, mais aussi d'écouter les clients et de regarder leur manière de vivre ou leur manière de faire. Maintenant, savoir si on a véritablement un monde d'après qui arrive, je pense qu'on aura l'occasion pendant ces 1h30 de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Et je vais laisser la parole à Monsieur Vercamer. Merci. Bonjour à tous. Comme l'a indiqué le directeur de l'agence, M. Olivier de Copigny, nous sommes dans un contexte un peu particulier, un contexte sanitaire qui nous interroge et qui influe sur la totalité de notre vie de tous les jours. Et particulièrement sur l'acte d'achat, le commerce, la consommation, qui est très impactée par ce contexte sanitaire et qui peut-être accélère la mutation qu'on connaît depuis un certain nombre d'années. Ces mutations sont constantes, on le voit, on l'a vu notamment avec l'avènement du numérique et la méthode d'achat qui change.
qui influe également sur notre manière de travailler, notamment avec le télétravail qui en fort développement. Alors pour votre information, j'ai été député pendant 18 ans et j'ai participé et j'étais notamment à la commission des affaires sociales et je m'occupais du droit du travail. Alors je connais quand même assez bien ce domaine. Il y a un véritable changement de comportement des consommateurs et des habitants en la matière. Également, ce qui vient impacter également la réflexion et en tout cas la modification de notre modèle de société, c'est bien sûr la prise en compte de l'éthique qui, de plus en plus, est prégnant dans les décisions que nous avons à prendre tous les jours, mais également que le consommateur prend en compte, notamment la partie bio, la partie consommation éthique ou équitable, enfin, etc., etc. Et donc, tous ces deux modifications de pensée, parce que c'est vraiment des modifications de pensée, à la fois sur la manière de consommer, à la fois la manière de produire et la manière de développer notre société, va avoir un impact assez fort. Alors pourquoi le vice-président en charge de l'urbanisme et de la stratégie d'urbanisme est là ? Eh bien, tout bêtement parce que, bien évidemment, lorsque les modes de consommation, lorsque les modes de production, lorsque la société mue, eh bien, ça a un impact fort sur l'urbanisme et sur la stratégie d'aménagement du territoire que nous devons avoir. C'est un vrai sujet pour les urbanistes, parce que, bien évidemment, le modèle qu'on connaissait avec les grandes surfaces à l'extérieur de nos métropoles, avec les galeries commerciales, risque d'être impacté. Ça influe bien sûr sur la mobilité, sur les transports de marchandises, sur la manière de travailler. Et donc, il y a un vrai sujet là derrière que les politiques doivent saisir. L'urbanisme, c'est aussi la façon d'anticiper. Et donc, aujourd'hui, nous essayons, en matière d'urbanisme, de réfléchir au monde de demain, de façon à ce que les aménagements que nous allons faire aujourd'hui soient en anticipation de ce qui va se passer demain. Et c'est tout l'enjeu de ma délégation de déléguer donc à la stratégie d'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Anticiper les évolutions de la ville, surtout dans sa fonction commerciale, parce que c'est quand même une fonction de tous les jours. Hein. Tous les jours, les gens consomment et il y a une forte implication sur l'évolution de notre société et donc de l'aménagement du territoire. Nous travaillons, la MEL travaille avec l'Agence de l'urbanisme parce que c'est notre partenaire privilégié pour anticiper ces évolutions, pour réfléchir à l'avenir de notre métropole lilloise, mais également l'ensemble de notre cité. Et l'Agence de l'urbanisme, par ce genre de réunion, permet à la fois de débattre avec les professionnels, à la fois de réfléchir sur les évolutions à la fois stratégiques, sociétales et géographiques, pourquoi pas, en la matière. Je remercie d'ailleurs Didier de Compigny d'avoir organisé ce colloque qui permet à moi, qui vais devoir mettre en œuvre alors je cherche le mot exact, le document d'aménagement artisanal et commercial qui fait partie du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, de vous entendre. Alors, je ne pourrais peut-être pas rester toute la matinée, mais en tout cas, de voir un peu comment vous voyez, vous, l'avenir, parce que cet avenir va avoir un impact fort sur les documents d'urbanisme que nous devons mettre en place durant ce mandat de 6 ans, et j'allais dire le plus vite possible, parce que, bien évidemment, ce genre de décision influe fortement sur vos projets d'investissement, et il est important que vous sachiez où la métropole veut aller et où les documents d'urbanisme vous permettent d'aller. Alors, quelle transformation peut-on espérer dans les années à venir ? Quelle mobilité ? Quel mode de consommation ? Quel mode de commerce ? Je vous laisse la parole pour pouvoir en débattre et nous expliquer comment vous voyez l'avenir et quelles sont les transformations de notre société que les consommateurs vont subir dans les années à venir. Merci. Bien, merci Monsieur Vercamer. Un petit point technique, je précise que les visionautes, je n'aime pas trop le nom, mais en tout cas peuvent dès à présent
poser leurs questions via le chat. On a aussi, en fonction du nombre de questions, un modérateur qui nous proposera et qui proposera aux intervenants de répondre. Je vais laisser la parole à Monsieur Badeau. Nous aurons, à la suite de l'intervention de Monsieur Badeau, les intervenants ici présents que j'ai présentés tout à l'heure qui porteront un regard croisé, rapide. En 2 minutes, on leur demandera une réaction et puis on entamera cette petite table ronde sur les sujets qui nous passionnent et qui nous animent aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Badeau qui va nous éclairer sur ce monde de l'hyper-consommation et sur la manière dont on pourrait, si je puis le dire ainsi, structurer cette consommation de demain et de voir quels pourront être et quels peuvent être les nouveaux ou pas modèles alimentaires de vie, les nouveaux modèles en tout cas économiques autour de ce monde quelque peu nouveau. Voilà, Monsieur Badeau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Directeur Général et Madame Robin pour votre invitation. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je vais juste avoir la présentation. Je pense que vous ne la voyez pas, mon nom. Voilà, parfait. Et alors, voilà, alors, quelques... Non, on va un peu vite, là. Venir en arrière. Encore un peu. Je ne maîtrise pas, moi, la présentation chez moi, donc... encore, ouais, je suis désolé, encore en arrière. Voilà, parfait. Donc, une utopie de consommation. Alors, en quelques mots, le slide suivant. Donc, mon métier consiste depuis à analyser les évolutions de la consommation du commerce un peu partout dans le monde. Je suis universitaire, vous l'avez dit, professeur à l'université de Caen et également professeur à l'ESCP. Le slide suivant va vous montrer que j'y dirige une chaire mécénée par Bearing Point et qui s'intéresse à la prospective du commerce sous toutes ses formes et sous toutes ses évolutions, aussi bien digitales avec la dimension 4.0, mais aussi toutes ces questions environnementales. Nous organisons beaucoup d'événements. Je vous montre juste les petits déjeuners thématiques, c'est le slide suivant que nous organisons. Vous pourrez les retrouver. On est au 31e et nous faisons dialoguer, un peu comme vous le faites ce matin, des professionnels avec des chercheurs sur des sujets du futur du commerce et de la consommation. Le slide suivant pour vous montrer que nous avons produit un certain nombre d'ouvrages. J'en citerai que 2, et notamment le suivant parce que ça va être l'objet de la conférence. Celui-ci est plus général sur l'ensemble des évolutions et notamment sur l'axe digital. Et le suivant est l'objet de la conférence de ce matin que vous m'avez demandé on va donc passer au slide suivant, que vous m'avez demandé de présenter, qui s'appelle Utopie et consommation. Nous avons coordonné et dirigé avec mon ami le professeur Moati de l'Obsoco et qui est en fait l'analyse et la synthèse d'une grosse étude qui a été faite sur les utopies des Français, un observatoire dont je vais dire 2 mots dans quelques secondes. L'objectif, et ça sera le slide suivant de ma conférence, voilà, c'est donc de faire un peu l'état de cet observatoire qui a été mené l'année dernière et réactualisé en ce moment avec la crise sanitaire, et l'ouvrage qui est une thèse et une analyse de cet observatoire sur les utopies des Français et d'essayer, modéré par les questions face à ma conclusion de crise sanitaire, d'imaginer que vous goûtiez les conséquences que ça peut avoir sur la consommation et notamment sur le commerce. Mon agenda qui est présenté dans le transparent suivant. Voilà, donc d'abord, je vais dire 2 mots de l'Observatoire des perspectives utopiques. Ensuite, allez-y, voilà, je vous donnerai un peu les grands thèmes et les grandes réponses de cet observatoire sur les utopies des Français. Effectivement, ça met au cœur du sujet ces problèmes que vous évoquiez d'éthique et de mieux consommer, etc. Mon 3e point consistera à en imaginer les conséquences possibles en matière de commerce. Alors, il ne s'agit pas de dire ce que nous voyons, on voit des choses assez différentes, mais dans tous les cas, c'était de prolonger ces travaux sur les utopies des Français, sous réserve, en 4e point, de ce qu'on appelle le gap comportemental, c'est-à-dire l'énorme écart qu'il y a entre ce que les gens disent, notamment quand on les interroge sur des grands phénomènes d'avenir, des imaginaires, des mythologies, etc., et la réalité des comportements. Donc évidemment, il faut modérer les résultats par rapport à ça. Et puis évidemment, ça sera ma conclusion en point 5 par rapport à quid de la crise sanitaire dans tout cela.
Alors, quelques mots, slide suivant sur l'Observatoire des perspectives utopiques. Donc, je vais vous présenter, on peut avancer. Parfait. Donc, c'est un travail qui a été mené en 2019. Je vais vous donner juste sur le slide suivant les principaux tenants et aboutissants. Donc, l'objectif, c'était d'explorer, comme le dit le texte, les imaginaires à l'œuvre dans la société française et de voir un peu quelles sont, pas seulement les attentes, mais les représentations sur l'avenir et comment les gens se positionnent par rapport à ces représentations. En termes de méthode, un point de méthode, nous avons... Non, oui, le 16, parfait. Nous avons interrogé 2000 personnes sur un échantillon, comme vous le voyez, représentatif avec des méthodes statistiques extrêmement robustes et rigoureuses de 18 à 70 ans et représentant la population française. Alors, qu'est-ce qui ressort pour avancer de cet observatoire? Quel est le panorama des utopies des Français? Le premier élément qu'on peut évoquer, voilà, c'est un très grand pessimisme. Alors, bien évidemment, je n'ai que 20 minutes pour présenter l'ensemble de tout ça, et donc je vous renvoie. Tout cet observatoire est totalement disponible, puisqu'il était, c'était un financement commun, ADEME, BPI France et ESCP, la chaire, qui à l'époque était une chaire mécénée par Leclerc, qui maintenant l'est par Bearing Point, et tout ça est totalement disponible, et toutes les données sont accessibles, et tous les résultats sur le site de l'Obsoco. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en toile de fond, il y a un très grand pessimisme, de la part de l'ensemble des gens interrogés sur l'avenir, c'était mieux avant, il y a une grande nostalgie. Ça, c'est vraiment la toile de fond. Plus en détail, on voit émerger trois systèmes utopiques. On les a appelés comme ça. Vous voyez qu'il y en a un qui l'emporte assez favorablement. C'est le système utopique qu'on a appelé écologique, qui est une espèce de grande critique sur la société en général et une grande préoccupation sur les problèmes, effectivement, à la fois lié à la planète, sur l'environnement, sur la consommation, etc. Alors, on l'a laissé en noir, les éléments d'ajustement par rapport à la crise sanitaire. J'y reviendrai en conclusion, je remplirai les petits ronds noirs tout à l'heure. Vous voyez qu'il est largement dominant. On a un deuxième système utopique qui, par certains aspects, est assez commun à l'utopie écologique, notamment sur le côté nostalgique, c'était mieux avant, mais y compris par rapport à un regret des modes de production, de fabrication, de traitement de la nature, etc., mais qui est quand même plus orienté vers aussi une question de refermement sur soi et plutôt de préserver l'identité et la sécurité, dans tous les sens du terme, de la population. Donc il y a des points communs, mais on voit que l'un est plutôt le système utopique écologique, on pourrait dire entre guillemets plutôt l'apanage ce qu'on appelle les bobos, des classes plutôt plus jeunes, plus éduquées, avec une vision sur l'avenir plus ouverte, mais très écologique. Le système sécuritaire est plus l'apanage de catégories plus âgées, moins urbaines, moins éduquées, et pour être très clair en termes politiques, puisque l'axe politique était très présent dans cette segmentation politique de cette étude, plutôt à droite. Et puis on a une sorte de rejet, de disqualification de l'utopie dite libérale, technolibérale, le monde Internet, la mondialisation, etc. etc. Alors, slide suivant, quelles conséquences tout ça? Ah oui, alors juste pour montrer qu'il y a aussi une modération assez forte avec l'âge, puisqu'on voit que plus on vieillit et plus l'utopie sécuritaire augmente et les autres diminuent. Quelles conséquences possibles sur le commerce? On va avancer. Voilà, c'est ça l'idée. On a pris cette photo, mon ami Moati avait pris cette photo. Voilà le monde qu'on ne veut plus. Alors je suis désolé pour Darty, ça n'a rien contre Darty. C'est cette idée-là, c'est l'idée de dire il y en a un peu assez de toute cette hyper-consommation. Est-ce qu'on consomme vraiment comme il faudrait? Et je vais vous développer un peu ces points. On avance. Alors, premier élément, c'est l'idée de réduire les achats. Donc, le slide suivant vous montre que la population regarde, je les cite, réduire les achats, peut-être amener à reconfigurer les hypermarchés, aller dans une longue traîne de format de niche et de circuits courts, vous l'évoquiez, avoir un commerce plus vertueux, j'ai fait un jeu de mots sur vert et vertueux, et puis, dernier point, peut-être une réduction du e-commerce compte tenu de l'empreinte carbone que ça représente et peut-être une prise de conscience que toutes ces livraisons permanentes, notamment via Amazon, ne sont peut-être pas raisonnables en termes écologiques. Alors, réduction des achats, premier point. Le slide suivant nous montre que la population se divise en 4 quarts et on vous a mis les derniers chiffres en gros. On voit en fait qu'on a le premier quart en haut qui ne veut pas changer sa consommation, c'est le vert foncé.
On a le vert clair, c'était un peu les gilets jaunes, la fin du monde, la fin du mois, en disant nous on voudrait bien changer notre consommation, mais on peut pas économiquement. On sait que ça coûte plus cher de manger bio, d'aller au marché, les circuits courts, etc. Notre problème, c'est de donner à manger à notre famille jusqu'à la fin du mois. Et puis on a l'autre moitié, le rouge et le jaune, qui eux sont convaincus qu'il faut manger autrement, consommer autrement, ce que vous disiez. Et là, il y a une partie, de nouveau pour des raisons de pouvoir d'achat et de revenus disponibles, c'est la partie du bas dit il va falloir faire des transactions, c'est-à-dire il va falloir consommer moins pour pouvoir consommer mieux, et la partie rouge qui est moins concernée par les problèmes de revenus, dit on va pouvoir consommer autant, mais mieux, et mieux coûtant plus cher, on anticipe que ça coûtera plus cher. Le slide suivant, voilà, nous montre que finalement, c'est beaucoup aussi le non alimentaire qui est frappé. L'alimentaire se maintient, il se modifie. Le non alimentaire est frappé et ça n'est pas nouveau. Quand on regarde les courbes, alors les schémas sont pas très nets, mais quand on regarde les courbes des budgets des ménages, on se rend compte que depuis les années 60, ben, l'alimentation a diminué, mais aussi beaucoup le non alimentaire. Pour arriver, on était à 22-23% de la part des budgets des ménages et on arrive aujourd'hui, comme vous le voyez sur le camembert, si je prends l'habillement et l'équipement du logement, à des parts très faibles. Et on voit que c'est le non alimentaire qui diminue beaucoup dans les arbitrages que font les ménages et qui mute en partie sur le e-commerce. Comme le montre l'encadré bleu, on voit que le e-commerce pénètre beaucoup sur le non alimentaire, entre 25 et 35% des parts de marché, alors que sur l'alimentaire, c'est beaucoup plus bas, on est au maximum à 7-8%, et encore une grosse partie de ça, c'est du drive. Le slide suivant nous montre que les prévisions, alors bien sûr, tout ça est discutable, mais qui sont faites avec l'impact de la crise sanitaire, effectivement, portent plutôt préjudice au non alimentaire. L'idée étant de dire on va se concentrer peut-être sur des choses fondamentales, le bas de la pyramide de Maslow, et limiter nos dépenses non alimentaires. Slide suivant. Reconfiguration de l'hypermarché. Alors, on voyait dans cette étude les gens dire oui, l'hypermarché, bon, c'est utile, mais peut-être qu'il faut qu'il change. Et quand on regarde les pistes de changement, je vous laisse avancer, on voit des plus petites surfaces, davantage centrées sur l'alimentaire. S'il y a du non-alimentaire, c'est plutôt des corners, ce qu'on voit se développer aujourd'hui avec des corners d'enseignes qui viennent dans les hyper, des canaux courts, des fournisseurs locaux, de l'occasion, enfin tous ces éléments de reconfiguration de la consommation intégreraient l'hypermarché qui reste une valeur importante en termes de format de distribution, mais qui muterait, et puis plus d'événements et tout ça, avec des chefs, on ferait goûter, enfin un accès plus transparent à ce qu'on achète, mais tout ça avec des prix raisonnables. On voit comment Lidl s'est inscrit dans cette tendance. Quelques photos qui illustrent ça, d'ailleurs tirées du Nord et tirées d'Auchan. C'est pas uniquement pour compenser le fait que j'ai le petit camion Walmart derrière moi, mais c'est pour montrer à quel point les hypermarchés s'adaptent et intègrent justement ces attentes très fortes des consommateurs. On peut passer les 3 photos qui sont là, qui montrent l'intégration de ces circuits courts et des producteurs locaux dans les formats d'hypermarchés. Autre élément d'évolution, en dehors des hypermarchés et des supermarchés, finalement, qui restent dominants mais qui mutent, une longue traîne de formats de niche. Alors, ces formats de niche, ils sont très variés dans les attentes des Français. Ils sont encore embryonnaires sur les comportements, mais ils sont très présents dans les têtes. Je vais vous montrer les grands éléments de cet imaginaire. C'est des circuits courts de type AMAP, de la vente directe, qui n'est pas forcément d'ailleurs incompatible avec Internet et les réseaux sociaux, mais qui sont quand même beaucoup très ancrés dans une consommation et une production plus locale, plus artisanale. Authentique, on a mis ça entre guillemets parce que c'est évidemment plus une mythologie qu'une réalité, et puis c'est compliqué. Qu'est-ce que l'authentique? À quel moment on est authentique, à quel moment on l'est pas? Dans tous les cas, c'est dans les perceptions des gens. Et puis très patrimonial, c'est-à-dire très ancré dans un terroir, une histoire de la fabrication et de la production des produits. Même si c'est pas notre terroir à nous. J'ai pris l'exemple d'Italie, qui est évidemment très marginal parce que ça concerne uniquement quelques grandes villes, mais qui finalement fait la promotion des terroirs historiques italiens, et ça marche, tout cela marche très bien. Alors, une photo pour illustrer cette longue traîne de circuits courts. Vous voyez, ça peut être aussi bien des fermes, comme on le voit en haut à droite, avec des brouettes, comme on avait avant dans les hypermarchés, les chariots, on aurait maintenant des brouettes, et puis ça peut être aussi des containers de producteurs locaux, voire des camions qui se déplacent, voire des AMAP, ou sur Internet, si je prends un exemple en dehors de l'alimentaire comme Vinted, de l'occasion et de la seconde main sur des réseaux sociaux. Autre élément d'évolution possible, une prime au commerce vertueux. Alors, j'ai peu de temps pour développer ça. Je vous renvoie principalement Je vous laisse avancer sur les slides. Oui. Voilà, ce que fait ma collègue, le professeur Lavorata à Reims.
l'université de Reims et de Stirling en Écosse. C'est pour ça que je vous montre cet ouvrage est très en pointe sur toutes ces questions. Donc, je vous renvoie plus à leurs travaux. On a peu de temps pour en discuter tout à l'heure. J'ai peu de temps pour présenter ça. Mais notamment, on voit bien qu'il y a une attente très forte de la part des consommateurs sur des distributeurs plus vertueux sur l'ensemble de leur activité. Par exemple, slide suivant, les questions de recyclage de l'ensemble à la fois des marchandises, mais aussi de tout ce qui est packaging et autres, donc là j'ai pris l'exemple de ce que fait Carrefour, ou autre exemple, slide suivant, voilà le fait d'aller recourir à toutes sortes de petits opérateurs qui viennent s'insérer dans toutes ces nouvelles tendances qui sont plus vertueuses, à la fois en termes environnemental, sociétal et social. Un élément intéressant qui frappe la grande et moyenne distribution, c'est mon slide suivant, c'est qu'on commence à voir de la part des consommateurs une prime, un œil sur la gouvernance organisationnelle et financière, et notamment une prime pour le commerce coopératif. Jusqu'à présent, que les chaînes soient coopératives ou intégrées, c'était assez transparent pour les consommateurs. Il y avait une différence peut-être, et encore c'est discutable de management, mais pour les consommateurs c'était transparent. Ils commencent à dire non, nous on veut savoir où va l'argent qu'on dépense dans ces magasins, est-ce que ça sert des fonds de pension, des fonds d'investissement à l'autre bout de la planète, à Hong Kong ou en Floride ou ailleurs, ou est-ce qu'au contraire c'est de l'argent qui est redistribué localement, qui fait travailler des entrepreneurs locaux, des producteurs locaux, et là je vous renvoie aux travaux de mes collègues de Lyon qui travaillent beaucoup sur cette question. Élément suivant, et ça sera mon dernier point de conséquences possibles des effets de ces grandes utopies sur le commerce à terme, quid de la réduction du e-commerce. Pour l'instant, on va le voir, on voit plutôt le contraire. Et la crise sanitaire a au contraire augmenté le recours au drive, au e-commerce pour les gens qui ne le pratiquaient pas. On peut se poser la question avec le transparent suivant de peut-être un jour une prise de conscience que, comme le disent les spécialistes, une requête Google ou une requête sur Internet, c'est l'équivalent de 65 mètres de carburant automobile, et puis que finalement tout ça dépense, même si ça a l'air transparent parce qu'on a juste un smartphone ou une tablette, mais que derrière ça, il y a tout un système de production énergétique qui dépense beaucoup d'énergie et qui a une empreinte carbone très forte. Donc peut-être que commander sans arrêt des petits lots sur des prix très bas mais des coûts élevés et une empreinte carbone élevée, peut-être fera prendre conscience que le e-commerce a des aspects assez négatifs dans cette dimension. Alors, pour terminer ma présentation, oui, alors juste excusez-moi, juste pour finir sur ce point, c'est aussi sans doute pour ça, mais pour d'autres raisons, des raisons aussi économiques et autres, que les grands acteurs du digital s'intéressent aussi, comme l'a fait Amazon avec Whole Foods ou comme l'a fait Alibaba avec Emma, etc., à des supermarchés ou des formes de distribution plus classiques, et notamment sur des concepts qui sont justement beaucoup plus en adéquation avec les attentes des consommateurs. C'est aussi pour ça que le drive se développe, parce que c'est un peu considéré comme un compromis entre la livraison totale à domicile, qui est quand même très, à la fois qui est coûteuse pour l'opérateur, mais qui est aussi discutable au niveau écologique, et qui est une sorte de compromis aussi pour le consommateur. Je vous laisse avancer. Voilà, c'était pour montrer que le drive s'était beaucoup développé, et notamment en ce moment avec la crise sanitaire et le conflit. Alors, mes deux derniers points, c'est tout ça, oui, mais sous réserve de deux éléments. Un, le gap comportemental, c'est-à-dire l'écart entre ce que les gens imaginent du futur et la réalité de leur comportement. Et puis, quelques éléments de conclusion sur la crise sanitaire. Ça sera juste des hypothèses parce qu'on n'est qu'au début et on n'a pas encore d'informations. Bon, sur le gap comportemental, j'ai trouvé d'ailleurs dans l'Institution du Nord un schéma qui me semble parfaitement résumer ce que toutes les recherches montrent. D'un côté, on a des consommateurs, c'est la partie verte, qui sont très déclaratifs sur l'éco-consommation, tout ce qu'on vient d'évoquer, etc., etc. Et puis de l'autre côté, on se rend compte que un des principaux facteurs de fréquentation, si ce n'est pas le principal, des magasins, c'est le prix, qui sont très individualistes, qui restent matérialistes, qui restent très connectés. Enfin, on a là une espèce de consommateur de plus en plus paradoxal. Nous verrons dans le futur de quel côté la balance penchera. Quelques éléments d'illustration. Vous voyez que l'INSEE nous montre que dès que on est sorti du confinement et qu'on a pu commencer à reconsommer, la consommation est remontée, alors en partie portée par le e-commerce et les supermarchés, mais dans tous les cas, on voit qu'elle revient quasiment à un stade proche de zéro. Donc finalement, crise de l'hyperconsommation, oui, mais pas tant que ça. Et puis quand on regarde l'histoire des formats de distribution, on se rend compte que l'hypermarché est loin d'être mort, qu'il a encore force et vigueur, puisque vous voyez que la partie bleue de l'histogramme, c'est l'hypermarché, que sur les produits de consommation courante,
finalement, l'hypermarché reste, et le supermarché restent des formats, et le hard discount et le soft discount restent des formats très importants. Donc, une consommation en réduction, oui, mais enfin, tout ça est quand même relatif. Et puis, pour finir sur cette question, on se rend compte que le e-commerce, qui lui-même, comme on l'a vu, est discutable au niveau de l'empreinte carbone et toutes ces dimensions, est en pleine expansion et qu'il n'a fait que croître, comme on l'a vu dans sa version livraison ou drive, avec la crise sanitaire. Pour finir, alors je suis désolé, c'est un peu rapide, mais tous mes slides seront à votre disposition. Quelques éléments d'hypothèse sur justement la crise sanitaire. Alors, ce ne sont que des hypothèses, hein, ça serait prétentieux, non scientifique, etc., d'émettre autre chose, mais enfin, dans tous les cas, ce sont des hypothèses sur lesquelles nous allons travailler et que nous allons, comme le chercheur qui teste ces protocoles sur des grenouilles sur sa paillasse, nous allons les soumettre à test, à falsification, etc., dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Voilà, j'arrête ma... Donc, avançons, si vous voulez bien. Oui. Alors, je vous avais promis de remplir les ronds noirs. Donc, on voit que ça, c'est les travaux de l'Obsoco qui ont réactualisé l'observatoire. Donc, finalement, sur l'utopie écologique, elle a peu évolué, que l'utopie sécuritaire, ce qui semble être de bon sens, a un peu progressé, qu'on a encore un peu perdu sur l'utopie technolibérale. Les chiffres ne sont pas non plus extrêmement représentatifs compte tenu de leur petite proportion en termes d'évolution. Revenons donc maintenant à ces hypothèses. Je vais terminer avec ça, que vous pouvez trouver dans ce papier que nous avons publié dans le cadre de la chaire assez récemment, mais que je vais vous présenter synthétiquement maintenant. Et donc, on en identifie 7. Première hypothèse liée à la crise sanitaire, les effets de la crise sanitaire, c'est le réenchantement après le désenchantement. On peut imaginer qu'une fois la pandémie passée, si elle se régule, les gens vont revenir à une forme, peut-être pas d'hyperconsommation, mais une consommation plus hédoniste, et quitter une consommation plus utilitaire, centrée sur des produits de première nécessité. Deuxième hypothèse totalement inverse, c'est plutôt l'idée de dire non, non, on a pris conscience pendant cette crise sanitaire de la fatuité de cette hyperconsommation. On a eu des pratiques effectivement plus raisonnables, conservons-les. Alors on appelle ça le borrowing. Ça s'était beaucoup développé dans les années 90, qui étaient déjà des périodes de crise, et les gens restent chez eux, ils vont moins acheter, ils considèrent qu'ils reviennent un peu aux racines, ils vont bricoler, jardiner, et il y a évidemment une prime pour ce type de consommation. Troisième hypothèse, qui est un peu corrélée à la deuxième, c'est de se rétracter sur des produits de base et des produits discount. On voit bien à la fois l'idée, là, pour le coup, de la crise de sens et de la mise à distance de l'hyperconsommation, revenons à des produits de base et moins chers, à la fois pour des raisons économiques et sans doute aussi pour des raisons symboliques et philosophiques, mais on peut aussi faire l'hypothèse que la crise sanitaire va entraîner une crise économique et donc ça amènera une prime à des produits moins chers, en plus de la dimension symbolique et philosophique. Quatrième hypothèse, ce qu'on disait, le renforcement d'une demande accrue pour les canaux courts, pour le bio, tout ce qu'on a évoqué déjà, avec le problème de l'approvisionnement de cette massification. Comment approvisionner en massification? Et peut-être même que ces circuits courts vont être, parce que petits opérateurs, petits fournisseurs, les premiers touchés par les problèmes économiques et autres, par rapport aux grands oligopoleurs ou aux grands acteurs qui, eux, ont su ou savent préserver leur position malgré la turbulence de l'environnement. Cinquième hypothèse, le click and collect et le drive continuent à se développer parce que les gens ont pris conscience, et notamment ceux qui n'en étaient pas des consommateurs, que c'est une forme intéressante. Et pour le coup, là, on peut avoir un effet de renversement, c'est-à-dire que peut-être pas un bouleversement radical, mais un renversement des parts de marché par rapport aux supermarchés et aux hypermarchés que j'avais montré tout à l'heure comme en pleine mutation. On peut avoir là un effet d'accélération de la mutation. Sixième hypothèse, voilà. Là, on a la convergence de deux choses. Le sans-effort, qui est une tendance lourde depuis une dizaine d'années, les consommateurs voulant faire de moins en moins d'efforts, à la fois physiques, mentaux, etc., dans la consommation. Ça explique en grande partie le développement de la proximité, le développement du commerce sur les flux, dans les gares, etc. S'alliant au sans-contact, qui d'abord été un sans-contact sanitaire, qu'on connaît encore aujourd'hui, et qui peut devenir demain un sans-contact utilitaire. Et si ces deux tendances convergent, on peut imaginer un commerce qui plus que on l'imaginait, va développer des techniques de sans contact, d'automatisation et autres. C'est un peu contraire à l'utopie
technolibérale qu'on a vue, qui était quand même assez disqualifiée, mais enfin, dans tous les cas, on peut avoir là une forme de modification liée à la crise sanitaire dans les façons de faire du shopping et de faire ses courses en magasin. Et puis, dernière hypothèse, qui est un peu l'inverse de l'effort, c'est on a vu se développer beaucoup le commerce de proximité, et notamment le commerce de proximité dans des zones hors domicile, c'est-à-dire les gares, parce que les gens passent par les gares, notamment les gares de banlieue et autres, mais pas seulement, et les zones d'activité professionnelle. Et on peut faire l'hypothèse qu'avec l'augmentation du télétravail, si le télétravail augmente, eh bien, on aura une péréquation, c'est-à-dire on aura moins d'achats et moins de chiffre d'affaires et moins de transactions dans les magasins qui sont implantés sur ces lieux qui conduisent au travail ou qui entourent les lieux de travail, mais beaucoup plus en proximité du domicile, puisqu'il y aura une partie et des salariés et du temps qu'ils passent qui sera plus consacré, davantage consacré au télétravail, c'est-à-dire en restant à domicile. Voilà, c'est un peu rapide, j'ai essayé de tenir les délais. Je vous renvoie à l'ouvrage Utopie et consommation et je vous remercie vivement pour votre attention. Monsieur Badeau, merci beaucoup pour votre présentation qui ouvre beaucoup de perspectives et aussi soulève beaucoup de questions, des questions qu'on va poser aussi à nos intervenants. Avant cela, je voulais rappeler à l'ensemble des visionnautes qu'ils peuvent poser leurs propres questions via le chat. On essaiera en toute fin de table ronde d'évoquer quelques sujets. Et d'essayer de répondre dans la mesure du possible à tout cela. Je remercie encore une fois nos 3 intervenants d'avoir accepté de venir, de jouer le jeu avec nous. Monsieur Aguillon, Monsieur Malavielle, Monsieur de Cornay. Et peut-être juste pour démarrer, vous proposer, avant de revenir sur vos parcours, vos expériences, vos entreprises, de faire une petite réaction à chaud sur les propos de Monsieur Badeau, sur ce qu'il vous inspire, éventuellement sur le diagnostic qu'il peut porter. Est-ce que vous en êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent ou au contraire, vous trouvez tout à fait, que vous observez vous-même dans votre activité? Alors, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole en premier lieu. Monsieur de Cornay. Oui, oui, bonjour. Donc moi, je veux bien rebondir, notamment tout simplement en donnant un exemple, un focus sur l'une de nos activités chez Vitamine T, qui est le maraîchage biologique. Nous avons 2 fermes maraîchères d'insertion qui sont basées non loin de Dunkerque et de Lille. Et pendant le Covid, clairement, alors sur des volumes évidemment d'activité et de chiffre d'affaires qui ne sont pas ceux d'Auchan par exemple, mais durant le Covid, le chiffre d'affaires et donc les ventes de ces 2 fermes maraîchères en vente directe ont été multipliés par 7 à 10. Et évidemment, dès après le déconfinement, les volumes sont quasiment revenus à la normale. Donc moi, je suis assez d'accord en fait sur cette petite musique là, qui est celle de un peu utopique, on va dire, du monde d'après lié au Covid. Mais en même temps, je crois aussi, alors le prix restera effectivement, comme le disait également M. Badeau, le nerf ou l'un des nerfs importants de la guerre. Mais en même temps, je pense aussi que, et on le voit nous dans nos différentes activités, que l'attention des clients apportée à la provenance des produits et à la façon dont ils sont fabriqués, surtout et dont ils sont conçus, restera quand même importante. Et donc il y a quand même là une transformation qu'on observe, qui d'ailleurs, je fais une parenthèse, est vrai aussi dans le B2B, on en parlera moins aujourd'hui, mais dans le B2B, c'est vrai qu'on voit que les directions des achats, malgré tout, de plus en plus, donnent la part belle aux engagements RSE, etc. Et donc ça peut compter quand même. Et pour revenir donc au retail et à la consommation de produits quotidiens, je pense que c'est du coup également donc, à nos entreprises et à nos groupes de s'adapter à cette tendance malgré tout qui malgré l'utopie du monde d'après, voilà, semble se dessiner. Merci. Monsieur Aguillon. Oui, bonjour. Alors moi, je vais m'exprimer sur effectivement plutôt l'évolution nécessaire du format hypermarché et puis de tout son environnement. Parce que je travaille pour Auchan. Et toute cette évolution que vous avez constatée, M. Badeau, nous l'avons constatée effectivement en priorité sur d'autres pays et aujourd'hui en France. Et cette évolution nous a amené à avoir des réflexions que je redévelopperai par la suite sur effectivement qu'est-ce que l'on peut développer en termes d'offres pour répondre à cette demande qui est d'avoir une offre juste, plus qualitative et moins quantitative.
en contradiction avec ce que l'on a connu aujourd'hui, l'hyperconsommation et la massification, mais également sur ce maillage géographique qui nécessite à un moment donné non plus de faire venir les clients sur des centres commerciaux, et donc ça change la destination des centres commerciaux, mais plutôt de rapprocher le produit des habitants. Et donc je partagerai quelle est aujourd'hui notre réflexion. Maintenant, j'aimerais également revenir sur ce que vous appelez le gap comportemental, qui est effectivement très paradoxal dans ce que l'on peut observer, puisque nous avons du déclaratif et des gens qui finalement prônent une consommation plus responsable, plus raisonnée. Et après, on a souvent une consommation qui est dictée par le pouvoir d'achat. Et donc, pour des entreprises qui sont généralistes, ça pose une question sur de positionnement. Et positionnement, mais vous l'avez très bien montré, hein, qui peut être différent sur de l'alimentaire et du non-alimentaire. Donc, je ferai un petit zoom aussi sur cette partie-là. Merci. Monsieur Malavielle. Moi, ce que je soulignerais aussi, c'est que voilà, le commerce, on parle effectivement des produits, mais le commerce aussi, c'est l'échange. C'est l'échange dans les gens, l'échange entre les gens, que ce soit avec les fournisseurs ou que ce soit avec les clients. C'est ce rapport humain qui est très présent et qui est au centre. Et si vous savez exactement le produit que vous voulez, effectivement, la digitalisation, elle vous permet d'avoir le produit le lendemain. Si je prends l'exemple d'un livre, vous savez que vous voulez telle référence, tel bouquin, vous allez en ligne, vous l'avez le lendemain. Par contre, les gens ont aussi besoin de retrouver un contact, ont aussi besoin de retrouver du conseil. Et nous, on le voit énormément en boutique, c'est-à-dire que les gens viennent pour une démarche, qu'elle soit zéro déchet, qu'elle soit vegan, qu'elle soit commerce équitable, bio, made in France, local. Et ils ont besoin d'être conseillés parce qu'ils sont aussi un peu perdus par rapport à tout ça. Et nous, on vient justement pour apporter une plus-value. Comme un libraire, quand vous y allez, va vous guider sur tel ou tel livre pour offrir ou pour vous par rapport à vos goûts, par rapport à ceci. Et vous allez rentrer dans un échange. Donc ça, il ne faut pas non plus oublier tout le rapport humain d'échange qui existe et dont les gens ont besoin. Il y a un caractère social dans le commerce qui est très fort. Merci. Vos réactions montrent bien, me semble-t-il, l'étendue du sujet, du débat qui s'ouvre. Je vous propose du coup d'entamer notre table ronde. Alors, en vous proposant de vous interroger en tant qu'acteur du commerce à partir de vos expériences, de vos parcours, évidemment de vos entreprises, et puis avec l'expression très libre de votre regard que vous portez sur les transformations du commerce et sur les pistes qui pourraient donc s'ouvrir à l'avenir si on veut essayer de répondre, essayer de tendre vers le mieux consommé. Alors je propose à Monsieur Aguillon d'entamer le sujet. Alors évidemment parce qu'il y a le sujet de l'hypermarché et qu'il est souvent en tête de nos préoccupations. Vous avez commencé à l'évoquer. Alors je crois que vous avez une longue expérience en la matière. Vous avez aussi une expérience en Chine. De quelle manière cela nourrit-il justement le regard que vous pouvez avoir sur la transformation du modèle de l'hypermarché et puis en allant plus loin des centres commerciaux? Comment pensez-vous justement que ce modèle peut se réformer, peut se transformer dans les années à venir? Alors, je vais vous faire profiter donc déjà de mon expérience chinoise. Parce que M. Badeau, vous évoquiez effectivement que les pure players viennent sur le monde du retail, et vous évoquiez Alibaba. Dans mon expérience professionnelle, j'ai eu l'expérience justement de créer un modèle phygital avec Alibaba en Chine. Voilà, donc j'étais également à l'initiative. Pourquoi ? Parce que nous avions déjà observé cette évolution des comportements, à savoir un modèle qui n'est plus forcément retail, où les gens se déplacent dans les hypermarchés, un modèle qui se déplace sur le digital, mais qui n'est pas en contradiction. Et donc en Chine, nous avons souhaité créer ce que l'on appelle un modèle phygital. C'était l'association du meilleur du physique et du digital avec un partenaire comme Alibaba, qui correspondait finalement aux évolutions de ce marché. Aujourd'hui, et vous l'avez noté, hein, on observe ces mêmes tendances en France et elles s'accélèrent avec la crise sanitaire que nous connaissons. Et donc, pour Auchan France, nous avions déjà anticipé et nous avons acté une nouvelle stratégie qui va amener à la mutation, comme vous l'évoquez, des centres périurbains. Parce que dans la notion d'hypermarché, il y a une distinction à faire. Il y a l'hypermarché de centre-ville. Et aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que l'hypermarché du centre-ville reste un format gagnant. Et donc, forcément, ce n'est pas le seul ancrage de la taille, mais c'est aussi l'ancrage local. Et c'est plutôt l'hypermarché périurbain qui doit se réformer, qui doit muter. Et donc, dans cette réforme que nous avons engagée, nous souhaitons l'engager sur deux leviers, deux piliers. Le premier, je le disais tout à l'heure, c'est finalement, dans cette nouvelle consommation qui ressort, une consommation plus juste, plus raisonnée. Que pouvons-nous faire, nous, distributeurs, de manière à répondre à cette demande de nos consommateurs ?
même si à l'intérieur, il y a un sujet paradoxal, parce qu'on peut observer aujourd'hui que les acteurs qui prennent de la part de marché sont souvent aussi des acteurs de massification. Maintenant, si on se projette dans le temps, on sait qu'il y a effectivement une évolution sociétale et des comportements qui est indispensable et qui est inévitable. Et donc, de fait, nous avons décidé de travailler déjà, premièrement, sur le contour de ce que l'on appelle le contour de l'offre produit, de manière à retravailler une offre responsable en alimentaire. Et donc, cette offre responsable et juste, elle est axée sur des produits filières. Donc, tout à l'heure, vous avez montré également sur des parcours de course courts que l'on développe avec des producteurs, mais nous travaillons également avec des filières, c'est-à-dire que nous partons de la nature, la matière première, jusqu'à la vente, et nous maîtrisons la chaîne en partenariat avec des agriculteurs ou des éleveurs. Et ensuite, dans cette offre juste et responsable, nous avons également décidé, donc, sur la partie non alimentaire, de redéfinir une note qui soit moins quantitative, plus qualitative, avec une répartition de la valeur différente, et même sur des sujets comme l'exportation. Donc ça, c'est pour notre partie adaptation sur l'offre qui est nécessaire. Or, je passe bien évidemment, parce que je pense que mes collègues en parleront, le marché du bio et tous ces marchés-là, qui sont évidemment des marchés que nous avons décidé de préempter et que nous développons. Je vais plutôt m'exprimer maintenant sur le maillage. Le maillage, c'est finalement quelle est la destination de l'hypermarché. Une fois qu'on a traité l'offre, comment souhaitons-nous réformer, muter cet environnement-là ? Jusqu'à présent, nous avions une approche point de vente, client, c'est-à-dire que nous prenions un hypermarché et nous disions autour de cet hypermarché, finalement, quelle est la consommation. Aujourd'hui, nous avons décidé d'avoir une approche créateur de liens et d'expérience. Or, dans lien, il y a bien évidemment l'aspect humain, et dans l'expérience, il y a ce que vous évoquiez précédemment, c'est quelle est l'expérience que pourront donner demain les hypermarchés et donc quelle est leur mutation. Donc nous avons changé notre approche stratégique et nous raisonnons aujourd'hui non plus point de vente par point de vente, mais nous raisonnons par zone de vie, ce qui a un impact. La zone de vie, c'est quoi? La zone de vie, c'est par exemple une ville sur laquelle nous créons un modèle autour de l'habitant. Donc nous analysons le comportement de nos habitants et nous regardons notre maillage géographique sur nos différents formats. Et donc là, on n'est plus sur un ancrage hypermarché, mais on est sur un ancrage local, proche de l'habitant, et à partir de là, quelle réponse, c'est-à-dire quel parcours de course nous pouvons leur apporter au regard de nos différents formats. Dans cette approche-là, il y a bien évidemment la nécessité de répondre à l'offre, mais vous l'évoquiez également dans une de vos dernières diapositives, M. Badeau, c'est ces consommateurs qui ont besoin de praticité, de rapidité. Et donc, il y a toute l'intégration du digital dans un modèle global. Donc, quand on parle de créateurs de liens et d'expérience, notre premier levier, c'est effectivement de développer la proximité digitale de manière à rapprocher le produit au maximum des habitants. Donc aujourd'hui, on développe un format qui est en mutation pour nous, hein, qui accélère cette mutation, qui est le format piéton. Le format piéton, c'est un format de 100 mètres carrés sur lequel on propose à nos clients de venir faire leurs courses sur un click and collect et on amène le produit jusqu'à la livraison dans leur quartier. C'est notre premier axe, c'est la proximité digitale. Le deuxième axe que l'on souhaite développer et qui aura une conséquence majeure sur la transformation de nos centres commerciaux, c'est finalement de conserver l'ensemble de nos points de contact. C'est une décision stratégique qui a été prise et de les transformer en shopping expérience, c'est-à-dire en lieu de contact pour nos clients où ils vont vivre une expérience. Et quand on prend ces éléments-là, ça amène la restructuration globale de notre parc de magasins, donc de notre activité, mais ça change le rôle de chacun des formats. Juste pour revenir à l'hypermarché, et vous l'avez évoqué également dans vos travaux, l'hypermarché finalement va muter. Aujourd'hui, les hypermarchés chez nous représentent 75% de notre chiffre d'affaires. À horizon 2025, on estime qu'ils vont représenter 50% de notre chiffre d'affaires. En revanche, quelle est la mutation? Les hypermarchés vont devenir très clairement des hypermarchés producteurs. Et on a déjà des tests en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos hypermarchés sont en train de fabriquer des produits dans nos ateliers. Alors, je vais prendre le cas de la pâtisserie, l'exemple de la boulangerie ou de la boucherie. Et à partir de ces hypermarchés-là, qui sont en périurbain, c'est-à-dire qui sont extrêmement proches des zones des habitants, nous allons organiser des livraisons pour nos supermarchés. Et donc, c'est là où on sort de la logique de format et on rentre dans une logique de centre-ville, dans une logique plutôt de zone de vie. Pardon. Ensuite, nos hypermarchés, et vous l'avez évoqué, sont en train de devenir des entrepôts au service du digital. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en train de changer la destination. Ce ne seront plus uniquement des zones commerciales, ce seront des zones commerciales, bien évidemment. Et en parallèle de ces zones commerciales, nous fabriquons des entrepôts qui serviront demain à la préparation, à la livraison de nos formats de centre-ville.
ce qui nous permet à un moment donné d'avoir un avantage concurrentiel de logistique et de supply chain au plus près de l'habitant. Ces supermarchés deviennent également pour nous des lieux d'expérience et de contact. Et vous l'avez montré donc, dans la diapositive et dans l'exemple, où nous pouvons faire intervenir soit ce que l'on appelle aujourd'hui des corners. Donc nous travaillons avec Boulanger, nous travaillons avec Electrodépôt, nous travaillons avec Cultura, avec Decathlon. L'objectif, c'est de créer de la multi-activité, des raisons de venue, et à un moment donné, améliorer l'expérience sur des marchés non alimentaires sur lesquels nous n'avions pas le professionnalisme précédemment, ou pas suffisamment. Et en parallèle sur l'alimentaire, c'est de faire venir des producteurs dans nos magasins de manière à accélérer les circuits courts et l'intégration dans le local. Donc la mutation des hypermarchés aujourd'hui est enclenchée. La destination de ces centres, finalement, qui étaient des centres périurbains, est en train de changer dans notre stratégie. Mais quoi qu'il en soit, l'hypermarché restera ouvert avec un rôle différent dans notre écosystème qui lui prône un rôle stratégique. Maintenant, quand on réagit zone de vie, on a également, nous, d'autres formats. Et quand on parle zone de vie, on parle hypermarché. C'est parce qu'on veut rapprocher le produit du consommateur. Donc le supermarché aura également un rôle. Et après, la déclinaison de ces formats va jusqu'au digital. Et donc c'est là où on est bien dans un ancrage de magasin, non plus hypermarché, mais dans un écosystème qui va allier le physique et le digital. Alors justement, pour faire suite un peu à l'évolution de ces modèles que vous évoquez, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur un sujet qui, évidemment, est toujours au cœur des préoccupations des collectivités. Monsieur Vercamer, qui était présent ici, l'a dit tout à l'heure. C'est l'évolution de ce paysage, c'est l'évolution des centres tels qu'ils existent, des hypermarchés. Si je suis plus concrète, est-ce que ça veut dire que les hypermarchés qui deviennent des entrepôts ou qui deviennent des ateliers de production vont voir se réduire leur surface de vente? Est-ce que ça veut dire aussi que les surfaces qui sont dédiées aujourd'hui au commerce vont être réduites et peut-être données à d'autres activités, pas forcément celles que vous dirigez? Est-ce que ça veut dire aussi, puisque vous parlez de maillage, qu'il va y avoir un renforcement de l'ensemble des formats, des déclinaisons de formats, y compris des drives piétons que vous évoquez, dans l'ensemble des zones de vie? Est-ce que c'est ça, finalement, le dessin de la transformation de l'hypermarché que vous venez d'évoquer? La mutation, elle part de l'habitant. Elle part du besoin de l'habitant et de cette préoccupation de rapprocher le produit au plus près des consommateurs. Et effectivement, quand on parle hypermarché, alors on parle souvent centres commerciaux. À l'intérieur de l'hypermarché, on est en train d'analyser les surfaces effectivement de nos hypermarchés et de se dire, au regard de ces surfaces-là, quelle est la surface qui répond le mieux à une couverture de besoins pour répondre aux attentes. Et en parallèle, on est en train d'analyser sur quelle partie nous pouvons réduire certaines surfaces et effectivement créer des ateliers. Je pense que le plus important, c'est de se dire que l'hypermarché reste pour nous, et on l'a vu, un acteur incontournable de notre construction, de notre modèle, et il reste un acteur incontournable de la consommation. Maintenant, la mutation est enclenchée, et il doit devenir finalement un acteur stratégique du maillage local. Après, quand on parle hypermarché, souvent, et là il y a une distinction, on parle également centres commerciaux. Et là, les centres commerciaux vont également évoluer, parce qu'aujourd'hui, si un hypermarché dit « je rapproche le produit du consommateur », bien évidemment, au niveau du centre commercial, il va falloir trouver d'autres raisons de venue. Et c'est ce qu'on appelle la multi-activité. Et peut-être que demain, les centres commerciaux que l'on vit, mais ce qui est déjà enclenché aujourd'hui, vont être beaucoup plus mixtes, que ce soit en activité, mais peut-être en logement et peut-être en emplacement de bureau. Donc pas de friche demain à venir sur les grands sites commerciaux. Je ne parle pas d'Auchan en particulier, mais en tout cas des grands centres commerciaux qu'on peut imaginer en France. C'est pas ça la perspective. Alors, la perspective au niveau retail, je pense que ce n'est pas celle-ci, et je peux vous confirmer qu'au niveau de Auchan France, la perspective n'est absolument pas celle-ci. En revanche, c'est l'adaptation de notre modèle, comme le disait M. Badeau, et donc la mutation de notre modèle au nouveau mode de consommation. Très bien, merci. Oui, peut-être une petite question sans abuser. On parle de circuit court, on parle de drive. On parle de bassin de vie, de zone de vie, de ce fameux kilomètre-là autour de soi. Est-ce que, et nous on y est très attentif, est-ce que ça ne génère pas d'autres problèmes? Je pense à la logistique urbaine,
le fait d'avoir un drive piéton, le fait de pouvoir alimenter ce drive piéton sous le sceau de l'environnement, d'une logique de bas carbone, est-ce que ça ne génère pas cette notion de circuit court, de proximité? Est-ce qu'on n'est pas en train de soulever un autre problème de mobilité, d'accessibilité dans ces centres-villes par rapport à, je pense, des circuits de livraison, en tout cas de logistique, qui seraient beaucoup plus courts et beaucoup plus réguliers sur une journée par rapport à un drive piéton? C'est le challenge qui nous est présenté. Monsieur Badeau, vous le présentez aussi sur la montée de l'e-commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'e-commerce est en train de se développer fortement, mais en parallèle, c'est des flux supplémentaires qui sont à organiser avec les schémas urbanistiques du futur et avec une empreinte carbone qui finalement pourrait demain remettre en question la consommation de l'e-commerce. Nous, l'avantage concurrentiel que l'on a trouvé à retransformer nos hypermarchés, c'est que nos hypermarchés sont beaucoup plus proches de nos zones de vie que nos entrepôts. Et donc, de fait, mécaniquement, on réduit les flux. Maintenant, effectivement, ça nécessite une adaptation sans doute dans le paysage futur de tout ce qui est flux logistique. Et donc, les réflexions sont engagées. Oui. Très bien. Merci, Monsieur Aguillon. Je me tourne maintenant vers Monsieur Malavielle, si vous voulez bien. Parce que vous représentez ici une expérience différente de commerce, celle d'un commerce alternatif que vous avez construite depuis déjà de nombreuses années. Alors justement, à partir de votre expérience, de ce vécu et puis des évolutions que vous avez constatées, comment imaginez-vous dans l'avenir la part que pourrait prendre ce commerce, ce type de commerce, dans la direction du mieux consommer, dans le marché du commerce en général? Ou si je dis autrement, est-ce que la part d'un commerce éthique, local, bio, on peut mettre encore d'autres adjectifs derrière, peut devenir prépondérante selon vous dans le commerce? Nous, on a démarré il y a maintenant une quinzaine d'années dans le cadre d'une boutique qui était axée sur le commerce équitable et le bio. C'était les grandes tendances du moment. Donc, on était sur une globalisation des échanges, la mondialisation, de plus en plus gros acteurs, de plus en plus d'échanges. Et nous, notre but à notre échelle, en tout cas, c'était de changer ces conditions de travail, qu'elles soient sociales ou environnementales, de les améliorer. On a vu au fur et à mesure des années, notamment depuis, on va dire, 4-5 ans, une évolution aussi des éthiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'éthique, je dirais qu'il y a 15 ans, c'était plus simple, on va dire commerce équitable bio. Aujourd'hui, quand vous allez parler d'éthique, on va vous parler local, on va vous parler vegan, on va vous parler zéro déchet, on va vous parler made in France. Donc toutes ces éthiques rentrent en ligne de compte. Des fois, elles se contredisent. On peut avoir des personnes qui arrivent et qui veulent des produits vegan et qui ont un t-shirt Adidas. Vous allez avoir des personnes qui veulent du bio mais qui l'achètent emballé dans du plastique. D'autres qui veulent du vrac mais qui prennent un 4x4 ou un SUV pour aller faire leurs courses et faire 20 km. Donc, on a plein d'éthiques comme ça qui sont différentes, mais qui permettent d'avoir une porte d'entrée sur une nouvelle manière de consommer, sur une nouvelle approche. Il y a une des choses qu'on fait tous les matins, ce que vous faites tous. Alors, en général, quand je pose la question, les gens me disent je me suis réveillé, je me suis brossé les dents, j'ai pris une douche, j'ai pris mon petit-déj. Et tout le monde oublie qu'il a fait une chose, c'est s'habiller. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous vous habillez pas, vous vous déguisez. Il y a un siècle, quand on devait porter des vêtements, c'était les vêtements de travail, c'était le vêtement du dimanche, voire le vêtement de sortie qu'on gardait du mariage ou autre. Aujourd'hui, vous allez vous habiller parce que aujourd'hui, je fais une webconférence, donc je mets une belle chemise et je mets un beau pull. Voilà. Si jamais j'allais au travail, je me serais habillé différemment. Si j'ai une soirée, je vais m'habiller différemment. S'il fait beau, s'il fait pas beau, suivant mes humeurs, ainsi de suite. Et on a toute une garde-robe. Donc, on a une possibilité de choix qui est immense par rapport à ce qu'on peut consommer. Par contre, ça implique aussi plus de responsabilité sur ce qu'on achète. On ne peut plus acheter tout et n'importe comment. Et de plus en plus, nous, on voit apparaître des personnes qui l'étaient déjà, mais le nombre de personnes grandit de plus en plus, des personnes qui réfléchissent à ce qu'ils veulent acheter. C'est-à-dire, voilà, je vais acheter un jean. Par contre, je ne veux plus acheter un jean simplement parce que j'ai besoin d'un jean, mais je veux savoir d'où il vient, comment il est fabriqué. Je veux démarrer une démarche zéro déchet. Par quoi je commence? Par ma cuisine, par ma salle de bain, par ma poubelle. Et ces gens-là qui sont en recherche justement d'éthique, de solutions, de responsabilité, parce qu'ils se rendent bien compte qu'on vit dans un monde qui est fini, donc on ne peut plus continuer à consommer comme on l'a fait avant, qu'il faut réfléchir aux déchets qu'on produit et comment on peut éviter de les produire ou pour pouvoir les réutiliser et voire en dernier recours les recycler. Tous ces gens-là qui viennent avec une démarche de bah oui, mais on parlait de prix. Moi, je suis jamais d'accord avec la notion de prix, je parlais plutôt de budget.
C'est-à-dire qu'on est plutôt sur, vous achetez un produit qui a une plus grande durée de vie. Si vous achetez un jean qui est de meilleure qualité, qui est bio, qui est conçu de manière équitable ou qui est fabriqué en France, comme les jeans 1083 dont on parlait tout à l'heure juste avant la conférence, vous savez que vous achetez un jean qui va être dans une moyenne de prix, on va dire autour de 100 euros. Par contre, il y a un impact plus grand sur son environnement et sur le lien social et qui a une grande durabilité. Ce n'est pas un jean qui coûte 15 ou 20 euros, qui va faire 3 lavages et qui va finir par se déchirer. Donc toutes ces personnes qui arrivent en boutique, elles ont besoin de conseils. Elles ont besoin d'être guidées parce qu'elles sont perdues. Même nous, des fois, on se perd dans tous les labels, toutes les structurations qui sont mises en place. Ça clignote de tous les côtés. On essaye de savoir quel est le vrai, quel est le greenwashing, quels sont ceux qui ont une démarche plus éthique, plus durable. Nous, c'est notre responsabilité à nous d'avoir cette démarche-là et de pouvoir guider les personnes. Par contre, les personnes ne viendront que si le produit est de qualité, s'il est beau. S'ils viennent juste pour faire une BA, une bonne action, ils viendront une fois dans l'année, ils viendront à Noël, ils feront leur BA en disant c'est bon, j'ai sauvé la planète, maintenant je retourne consommer comme je consomme habituellement sans réfléchir. Ça, aujourd'hui, ça change. Les gens viennent de plus en plus dans leur acte d'achat quotidien. Alors, ça commence par l'alimentaire, ce que nous, on ne fait pas, mais ça suit aussi sur la manière dont on va s'habiller, la manière dont on va aménager sa maison ou autre. Et dans ce cas-là, il y a plus de responsabilité. Et nous, ce qui fait que dans notre structuration, on essaye aussi qu'il y ait un lien. Je parlais de lien social tout à l'heure. Nous, il est très important. Aujourd'hui, on essaye que les personnes, il y a de la vente, on va dire qu'on est de la vente assistée en grande partie. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'être conseillés sur le produit, comment il est, ainsi de suite. Les gens viennent chez nous aussi parce qu'ils recherchent une idée. Si vous voulez un produit, vous savez exactement le produit que vous voulez. Nous, les fournisseurs, ils ont leur boutique de vente en ligne. Il y a des pure players qui sont sur le web et qui vous donnent le produit. 2 jours après, vous l'avez chez vous si vous savez exactement ce que vous voulez. Par contre, quand vous êtes dans une démarche de recherche, de questionnement, quand vous voulez découvrir autre chose, là, on est là. On est là pour venir aider, pour avoir ce rapport humain très important sur l'acte d'achat. On l'a retrouvé, nous, par la suite, quand on a réouvert la boutique où beaucoup de monde sont revenus en disant ça fait plaisir de vous retrouver. Nous, on l'a vu, on a fait un service, on commence de plus en plus à développer notre propre site internet pour de la vente en ligne et notamment tout ce qui est click and collect. Et on a fait aussi des livraisons à vélo sur la métropole pendant le confinement. Et on voyait les gens qui venaient pour nous soutenir dans la démarche, qui voyaient un lien social, qui voyaient... j'allais dire des amis ou de la famille, mais voilà, il y a un peu ce côté-là, un peu très ancré dans la relation, qui est très importante. Donc sur le développement, nous, en tout cas, de ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éclatement de petites structures qui peuvent être plus ou moins organisées sous forme de coopératives, sous forme de regroupements ou autres, mais qui sont de plus en plus multiplayer. On va être sur du digital et en même temps une boutique physique. On va être sur des petites structurations qui apportent une plus-value. C'est-à-dire que vendre le produit, rester derrière un comptoir et dire voilà, j'ai le produit, ça marche plus. C'est fini. Alors, expérience client, j'aime pas forcément ce terme-là, mais on retrouve un peu ça. C'est-à-dire que les gens viennent pour autre chose que simplement le produit quand ils viennent chez nous, en tout cas. En fait, vous parlez du service par rapport à notamment là, une réflexion ou une façon de se comporter plus raisonnée dans sa consommation. En tout cas, par rapport au sujet du mieux consommer, il y a sûrement une dimension de ce type dans la manière de voir ce que l'on achète, ce qu'on veut acheter. Et dans la manière de se préparer sur ce côté raisonnable, on a aussi besoin d'expertise, on a besoin de conseils. Et finalement, des commerces comme les vôtres, qui sont encore des commerces physiques, peuvent apporter, c'est un peu la piste finalement du futur pour le commerce physique, pour les magasins, pour continuer à préserver un tissu d'offres dans les centres-villes, dans les quartiers. C'est en passant par le service, en démultipliant cette capacité justement à ne pas vendre que des produits et à vendre aussi ou à apporter des services. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez le paysage de demain du commerce? Je le dis encore une fois autrement. Est-ce que finalement le futur des magasins ou du commerce dans les cœurs de ville, les quartiers et aussi les périphéries, c'est d'apporter du service? Parce que sinon, finalement, le digital fera ça à leur place. Le digital fera ça et vous serez livré directement chez vous, il n'y a aucun souci. Quand vous parlez d'aménagement du territoire, oui, les gens qui sont urbains, de moins en moins utilisent de voitures.
ils vont utiliser les transports en commun, ils vont se déplacer à pied dans leur quartier, donc ils vont essayer de retrouver les commerces de proximité à côté de ça. Ils peuvent éventuellement utiliser vélo ou des vélos taxis pour pouvoir se rendre là. Mais ce qu'ils veulent dans ces commerces-là, c'est plus avoir que le produit, c'est avoir un produit, par exemple, sur l'alimentaire. Je pense à mes voisins producteurs, par exemple, ils font du local, du bio. Aux AMAP, on a parlé tout à l'heure, Biocaba, ils font du local, du bio et ils viennent livrer sur des points particuliers. Mais les gens ont besoin de retrouver un peu, voilà, qu'il y ait une plus-value. Si je viens dans votre boutique, si je viens dans votre magasin, si je viens dans votre concept store, c'est parce que j'ai une relation, j'ai un lien, j'ai quelque chose de fort et il est à proximité de chez moi. Si j'ai besoin d'un produit précisément, ben là, le client va zapper, hein, mais j'irai peut-être acheter en ligne directement le produit, mais dans ce cas-là, je n'ai pas besoin qu'il soit à proximité et il peut être plus loin. Donc en termes d'aménagement, en termes de changement, ça va changer énormément de choses. Et en tout cas, intra-urbain. Et on va voir, à mon avis, sur les 20 ou 40 années à venir, sur 1 à 12 générations qui vont changer, les modes de déplacement, les modes de comportement vont énormément évoluer, pour moi, à partir de là. Après, ce qu'il y a, c'est tout ce qui est périurbain, où effectivement, nous, on a une partie de notre clientèle qui dit, bah oui, votre boutique, elle est bien sympa, j'adore. Par contre, moi, j'habite en dehors de l'île, j'ai pas de transport en commun près de chez moi, c'est compliqué de venir, comment on peut faire? Et effectivement, là, la question se pose de comment faire pour que ces personnes qui veulent consommer différemment, qui veulent pas forcément aller sur des boutiques en ligne, puissent disposer de ce genre de boutiques, mais qui ne soient pas forcément ancrées purement en centre-ville. Et ça, je n'ai pas encore la réponse. Je l'attendais. Très bien, je vous remercie. Je me tourne maintenant vers Monsieur de Cornet pour lui proposer de nous parler un peu de son groupe Vitamine T, parce que c'est un peu peut-être surprenant qu'un groupe qui vient de l'insertion d'économie sociale et solidaire soit présent parmi nous aujourd'hui. Alors, vous allez nous dire pourquoi. Finalement, vous devenez aussi un peu commerçant. Et pourquoi vous en êtes venu là et avec quelles activités derrière qui se sont développées? Oui, merci effectivement à l'agence de nous avoir invités sur ce thème parce qu'on pourrait effectivement faire un peu intrus et en fait je vais essayer d'expliquer pourquoi non sur ces nouvelles façons de consommer et de commercer. Peut-être 2 mots effectivement sur Vitamine T, notamment peut-être pour les visionnautes acheteurs publics qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc on est effectivement un ensemblier de 24 entreprises d'insertion, historiquement basées dans le Nord-Pas-de-Calais, mais maintenant également très présents en Île-de-France et dans l'Est également. Donc notre ADN, notre mission, c'est d'accompagner des personnes en parcours d'insertion vers un emploi durable. Donc des personnes qui arrivent chez nous pendant 2 ans maximum et qu'on va remettre en selle au travers de 3 axes qui sont à la fois, et c'est très important, la mise à l'emploi. Donc ces personnes vont travailler dans des collectivités, pour le compte d'entreprises privées, chez des bailleurs, en sous-traitance, en intérim, etc. Deuxième axe, nous allons les former évidemment pendant leur parcours d'insertion chez nous. Leur former pour qu'ils puissent à la fois assurer leur job et en même temps préparer leur projet professionnel à la sortie de chez nous. Et puis le troisième axe, c'est celui de l'accompagnement plus social, puisque ces personnes ont parfois, pas toujours, mais parfois, parce qu'elles sont au chômage depuis un moment, pour des raisons de parcours de vie, elles peuvent avoir quelques freins sociaux que nous allons lever, freins à la mobilité, freins au logement, etc. etc. Donc ça, c'est l'ADN du groupe Vitamine T. Mais cet ADN, cette mission sociale, elle repose avant tout sur la performance économique du groupe. Nous ne pouvons assurer cette mission sociale sans développer notre business. C'est très clair, on l'assume chez Vitamine T complètement. Et cette performance économique, elle passe évidemment par de la vente de produits et de services. Et on en arrive évidemment à notre sujet du jour, parce que chez Vitamine T, nous avons en fait tenté du coup d'aligner 3 choses qui, je pense, répondent en partie à l'enjeu d'aujourd'hui. Le premier axe, le premier alignement, c'est celui évidemment de l'engagement pour l'emploi. Je viens d'en parler. Le deuxième axe, c'est celui de les métiers support d'insertion, c'est-à-dire des activités qui vont être en phase, on va dire, avec les profils des personnes en parcours qui sont chez nous. Et c'est vrai que des secteurs d'activité comme le recyclage, le réemploi, l'économie circulaire ou la transition alimentaire peuvent répondre à ces métiers support d'insertion. Donc, c'est le deuxième axe. Et le troisième, donc l'engagement pour l'emploi, les métiers support d'insertion. Et le troisième, c'est la réponse effectivement aux attentes du marché, aux attentes des clients. Et pour faire un focus donc, sur les 2 activités B2C qui sont prégnantes chez Vitamine T, nous avons à la fois une activité de vente d'appareils électroménagers d'occasion. Et donc, nous sommes clairement sur
des attentes marché et clients qui sont celles effectivement de la seconde main, qui sont celles de la durabilité des équipements. Et ça, nous le faisons donc au travers de magasins qui s'appellent Envie, qui sont présents sur la métropole lilloise, du côté de Valenciennes et sur Amiens. Et derrière ces enseignes qui ont pignon sur rue, eh bien, on trouve des ateliers de réparation d'appareils électroménagers, donc des personnes en parcours d'insertion derrière qui réparent les appareils électroménagers que l'on a collectés par ailleurs via les éco-organismes et que l'on revend donc d'occasion. Et puis la deuxième activité B2C qui est très importante également chez Vitamine T, on en a déjà beaucoup parlé, c'est celle du bio. Nous avons donc 2 fermes maraîchères, je le disais tout à l'heure, bio, basées à Dunkerque et à Lille. Là encore, finalement, le maraîchage, à la base, est clairement un métier support d'insertion, puisque pour des personnes notamment qui sont très en rupture par rapport au monde du travail, eh bien, nous les remettons au travail par la terre, par le travail à la terre, dans nos champs, dans nos serres. Mais derrière, ces légumes, bientôt ces fruits, puisque nous allons développer également des vergers, eh bien, nous les vendons en vrac sur nos sites, dans des marchés de plein vent, auprès, dans certains cas, de grandes enseignes alimentaires. Nous avons investi dans un laboratoire de transformation de légumes, donc nous avons également une gamme de soupes et de gazpacho qui, aujourd'hui, sont référencés dans toutes les grandes enseignes bio, notamment nationales. Et donc, là encore, l'idée, c'est véritablement d'aligner l'emploi de ces personnes en parcours d'insertion pour les remettre en selle et leur permettre de trouver un emploi durable au sortir de chez nous, d'aligner ça avec un métier qui est celui, par exemple, de la réparation d'appareils électroménagers ou celui donc du maraîchage, et puis derrière, de répondre clairement à une attente qui est celle, par exemple, du circuit court et du bio pour nos fermes maraîchères, ou qui est celle de la seconde main et du réemploi pour nos appareils électroménagers. Est-ce que vous pensez justement par rapport à la seconde main, et puis si je l'ouvre encore plus largement par rapport à tout ce qui est économie du recyclage et de la réparation, l'économie circulaire, est-ce que vous pensez que ce pan-là de l'activité économique pourrait devenir un marché important ou majeur du commerce demain? Là aussi, dans cette perspective d'une transformation profonde de l'offre et puis d'aller vers le mieux consommer, donc de récupérer, de valoriser et ne plus jeter. Est-ce que pour vous, au-delà de vos propres activités, mais au-delà dans les perspectives dans lesquelles vous êtes, vous voyez ça comme un marché vraiment prégnant? Oui, alors on n'a pas, là encore, donc on n'a pas attendu, je le disais tout à l'heure, la petite musique du Covid et des nouvelles façons de consommer pour notamment investir beaucoup dans l'emploi, mais pas que sur le déchet électrique et électronique, puisque cela fait maintenant plus de 15 ans que nous recyclons des appareils électroménagers. Donc nous les collectons, nous les recyclons, mais pour une partie des appareils électroménagers, donc nous les réparons pour les revendre. Et donc cette tendance effectivement au réemploi, à la seconde main, d'ailleurs on la voit de plus en plus apparaître également dans des grandes enseignes retail, dans l'habillement ou dans d'autres secteurs d'activité, clairement. Je pense qu'elle a effectivement un avenir important vis-à-vis du consommateur de demain. Et d'ailleurs, nous avons déjà, nous chez Vitamine T, puisque je le redis, c'est vrai que les activités de recyclage, de collecte et de réemploi, donc de réparation, collent à nos profils de personnes en parcours d'insertion. Et donc, nous avons déjà pris des contacts avec des grandes enseignes comme, pour ne pas les citer, Pickwick Toys, Leroy Merlin ou Decathlon, parce que les futures filières de recyclage et les futurs éco-organismes qui vont se créer dans les 2-3 ans qui viennent, maintenant ça va aller très vite, seront ceux du jouet, de l'article de bricolage ou de l'article de sport. Et donc il est très important, ce sera le cas évidemment pour ces grandes enseignes, d'anticiper tout ça, et elles y contribueront forcément et de façon obligatoire. Mais pour nous, dans l'insertion, c'est également très important d'anticiper ces filières pour pouvoir créer de nouveaux métiers support d'insertion et de nouveaux business models et de nouveaux produits de seconde main ou de réemploi à commercialiser derrière. Très bien. Et alors peut-être une dernière question qui touche plutôt la digitalisation du commerce et la manière dont finalement ça devient un outil de développement fort. Je crois que pour vous, ça a été le cas, notamment encore aujourd'hui, ça vous permet des développements que vous n'auriez sans doute pas pu faire, surtout dans le monde duquel vous venez. Ça vous a peut-être permis, plus que vous ne l'aviez imaginé, de devenir commerçant et de continuer à l'être sur tout un tas de domaines. Je pense notamment à votre site de vente de pièces détachées d'électroménager. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, tout à fait. Donc on a, alors j'allais dire que sur ces sujets-là, nous sommes évidemment, notre spécificité, c'est l'engagement pour l'emploi des personnes fragiles,
c'est la formation de ces personnes. C'est également nos engagements forts donc, sur le durable au travers donc, d'une des grosses activités du groupe qui est celle de l'économie circulaire. Mais sur ces sujets-là, nous devons au moins être au niveau de ce qu'il se passe autour de nous, chez les majors du retail ou d'autres secteurs d'activité. Donc le digital, évidemment, en fait partie. Donc nous avons finalement adossé nos activités de transition alimentaire et de réemploi et d'économie circulaire à des solutions digitales qui sont pour le coup assez classiques. Création de sites de click and collect pour notre activité maraîchère, création de sites de vente en ligne de pièces détachées d'occasion pour l'électroménager. Nous l'avons d'ailleurs fait déjà depuis 2 ou 3 ans, cela aussi, dans une autre activité du groupe qui est celle du recyclage de véhicules hors d'usage. Nous avons un centre VHU qui est basé à Aniche, dans le Nord, avec une chaîne de démantèlement de véhicules hors d'usage. Et depuis 3 ans, nous avons diversifié cette activité de recyclage finalement et de valorisation de matières premières liées à la voiture dans la vente de pièces détachées d'occasion automobile. Et nous avons là encore travaillé avec des pure players ou des marketplaces comme Précis ou Opisto qui sont spécialisés dans l'automobile. Donc voilà, donc on a effectivement adossé des solutions digitales à nos activités B2C chez Vitamine T pour accompagner également et faciliter tout simplement également le parcours client. Avec une grande diversification du coup de vos activités. Oui, parce que la vente de pièces détachées d'occasion, c'est aussi quelque part, parce que c'est évidemment la logique et l'ADN du groupe quand même toujours à la base quand on se diversifie, c'est aussi un métier support d'insertion complémentaire et on peut même aller jusqu'à des activités de vente ou de logistique, de stockage pour nos salariés en parcours dans ces entreprises. Très bien. Je vous remercie. Alors pour terminer cette table ronde, je vous propose peut-être de prendre quelques questions qui viennent du chat ou que nous avons pu avoir complémentaires un peu des propos que l'on a pu échanger. Alors j'ai tout d'abord une petite question à l'intention de Monsieur Badeau, puisque tout à l'heure vous parliez de la diminution potentielle dans les hypothèses que vous aviez, ou peut-être même c'était avant la question, le sujet c'était sur le e-commerce, et vous évoquiez l'idée que peut-être le e-commerce pourrait diminuer, pourrait se réduire dans sa part de marché, ou si j'ai peut-être pas bien compris, en tout cas qu'il y ait une activité moindre du e-commerce. Est-ce que vous pourriez nous redire un mot là-dessus? Parce que ça me paraît étonnant au vu de ce qu'on constate aujourd'hui. Est-ce que ça c'est possible? Alors peut-être au regard du mieux consommé en raison de l'impact environnemental de l'économie digitale, mais est-ce que c'est juste cela ou est-ce que c'est d'autres mouvements qui vous conduisent à dire que le e-commerce pourrait se réduire? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Parfait. Bon, alors, je n'ai pas été assez didactique ou pédagogique pour expliquer que les tendances que je présentais, c'était des conséquences possibles qu'on pouvait décliner de l'étude faite sur les utopies. Et c'est pour ça que la partie sur le gap comportemental était là pour relativiser ces éléments-là. Quand on regarde les données, vous savez, c'était ce slide où on voyait en rouge l'histogramme du e-commerce. On voit bien que le e-commerce est en plein développement, que ce soit dans sa version totale, la livraison à domicile, ou que ce soit dans sa version le compromis qui est le drive ou le click and collect. Juste un mot là-dessus, il ne se développe pas de la même façon en fonction du type de produit. Parce qu'on voit bien, et ça a été dit plusieurs fois, qu'il y a une contrainte en termes de supply chain. On voit que le e-commerce, dans les pays occidentaux, c'est très différent en Asie. Très différent en Asie. Mais dans les pays occidentaux, il pénètre autour de 70 à 80% sur tout ce qui est dématérialisé. Je parle hors Covid, mais les billets de cinéma, le streaming, etc. Enfin, tout ça, il n'y a aucun transfert de quoi que ce soit, parce que tout se fait sur le smartphone ou sur l'ordinateur, donc ça pénètre bien. Ça pénètre autour de 25 à 35%, ça dépend des pays, sur les produits non alimentaires de un peu style de vie. Des canapés, une télévision, etc. Enfin, des choses pour son foyer, pour son l'habillement. Enfin, on l'a vu, y compris d'ailleurs en seconde main. Pourquoi? Parce qu'on a du transfert de marchandises, mais en même temps, les gens ne sont pas à 1 ou 2 euros près et ils ne sont pas à 1 heure près. C'est plus du long terme sur sa représentation de son environnement. Par contre, le e-commerce pénètre encore peu en Occident sur les produits de grande consommation. L'alimentaire, l'hygiène beauté, etc.
On est à 7, 8, 9%, 10%, ça dépend des pays. Et quand on regarde de quoi c'est composé, c'est principalement du drive. Pourquoi? Parce qu'on a un effet de ciseau, c'est-à-dire on a un consentement à payer qui est très faible de la part des consommateurs, d'autant que la grande distribution depuis 60 ans, que ce soit Auchan, Leclerc, maintenant Lidl, etc., a expliqué le discount. Donc les gens disent, bon, là-dessus, je suis pas prêt à payer très cher. Et on a un coût de supply chain, c'est-à-dire à la fois de fabrication du panier et de livraison, notamment le dernier kilomètre, la fameuse micro-logistique urbaine, qui coûte très cher. Donc ça se développe peu. Donc mon premier point, c'est de dire, voilà la tendance générale, et sans doute que même s'il y a ces 3 catégories de taux de pénétration, tout ça va continuer. Par contre, si maintenant on se replace dans le travail qu'on a fait, vous avez demandé de présenter sur les utopies, il y a un moment, il va y avoir un effet de contradiction, puisqu'on voit bien que l'utopie qui est la plus disqualifiée et qui reste très calée à un type de clientèle et de structure d'âge, c'est l'utopie justement technolibérale, la mondialisation, l'ubérisation, Internet, le digital, etc., qui était représenté dans le schéma par une planète hyper connectée. Donc, mon point, c'était de dire, ça semble peu vraisemblable à court terme. On est bien sur une logique de continuité telle que je viens de l'évoquer, notamment sur le non alimentaire, pour des raisons sur l'alimentaire, c'est plus compliqué. Le Covid a sans doute ramené en plus des consommateurs qui n'achetaient pas en e-commerce ou en drive à le faire. Donc je pense que le trend va continuer, mais il y a un moment, il y aura forcément une contradiction entre les utopies plutôt qui sont plutôt écologistes et autres, et le e-commerce, parce que les gens prendront peut-être conscience des enjeux en termes d'empreinte carbone. Ou pas, et dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est le gap comportemental qui l'emporte sur une sorte de réajustement de ces comportements par rapport à ces utopies. Alors, dans les questions qui nous viennent, il y a pas mal de choses sur le sujet des prix, sur l'alimentation durable, etc. Des sujets qu'on n'a pas forcément creusés ici. Il y a un point qui revient et qui fait écho à un sujet que vous avez soulevé, Monsieur Badeau, qui porte sur la gouvernance, en fait, et l'attention que portent les consommateurs au sujet de la gouvernance et la manière dont les activités économiques sont organisées. Et notamment une réaction qui serait demandée, qui vous serait demandée, Monsieur Aguillon, sur justement l'étendue ou le développement des coopératives ou justement de modèles tels que ceux qui émergent de l'économie sociale et solidaire par rapport au modèle qui est le vôtre traditionnellement, enfin le vôtre, pas celui seulement d'Auchan, mais du commerce en général. Est-ce que vous pensez que ce sont des sujets qui pourraient aussi amener à des transformations de votre modèle économique structurellement? C'est pas une question facile, mais comment voyez-vous justement cette montée de l'attention sur les gouvernances du commerce? Je vais répondre en 2 temps, si c'est possible. Il y a effectivement une notion de montée d'attention sur les gouvernances, et elle est réelle. Alors là, je m'exprime au nom d'Auchan plutôt. Nous avons la chance d'avoir finalement 330 000 personnes dans notre entreprise, dont 230 000 qui sont actionnaires. Donc, ce qui veut dire que cette notion de gouvernance en interne, on l'a subi moins. Et alors, même si elle est peut-être percevable en externe, mais en interne, ce n'est pas tout à fait notre organisation. Donc, je vais m'exprimer au nom d'Auchan sur ce point-là. Ensuite, concernant la montée justement des AMAP, ou alors de toute entreprise qui prône finalement une consommation plus raisonnée, on est déjà intégré dans un tissu local qui favorise le développement de filières ou alors l'intégration de producteurs locaux dans nos modèles. Donc c'est quelque chose que l'on fait depuis longtemps, hein. Donc finalement, c'est une adaptation qui s'accélère et on suit cette accélération. Et ensuite, une expérience plus personnelle que l'on a menée dernièrement, qui est une expérience de seconde main, donc sur l'environnement du textile. Nous avons innové dernièrement sur la seconde main du textile avec une start-up et nous avons finalement trouvé un levier d'innovation chez nous, mais qui est plus un levier pour répondre à une demande de consommateurs. Et nous avait répondu avec cette start-up qui avait à un moment donné un besoin de structure supplémentaire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on arrive presque à la fin de notre table ronde, ça passe très vite. Peut-être pouvons-nous proposer à Monsieur Badeau de nous donner une petite réaction, mot de la fin,
même si on est bien conscient qu'on a entamé des sujets, on ne les a pas du tout terminés. Et on aura l'occasion, je pense, de creuser et d'approfondir avec vous l'ensemble des questions qui sont posées là, ou même qui n'ont même pas pu être évoquées aujourd'hui. Monsieur Badeau, je vous laisse le mot de la fin. Merci, c'est très gentil, encore une fois. Je vais m'appuyer sur ce qui a été dit parce que la table ronde est extrêmement riche. Je vais reprendre quelques éléments. Avec Vitamine T, on voit effectivement ce trend au recyclage à l'occasion. Je crois que c'était très clairement expliqué. Puis effectivement, l'expérience est déjà ancienne. En plus, elle a une dimension, je dirais, elle coche bien, comme on dirait un peu trivialement, sur toutes les cas, parce qu'il y a une dimension aussi environnementale, une dimension sociale, avec ce qui a été montré effectivement avec l'insertion des personnes, des salariés qui travaillent dans ce cadre-là, et puis une dimension sociétale. En même temps, on sait à quel point c'est difficile, c'est-à-dire parce que encore une fois, une longue traîne de micro-formats et de niches, c'est une chose. Après, monter ça à un niveau, ce type d'activité et d'offre à un niveau plus massif pose des problèmes, j'y reviendrai. En même temps, Vitamine T nous signale le gap comportemental. En disant, je crois que c'est M. De Corday qui disait on a des gens qui viennent chez nous pour acheter des produits effectivement recyclés et autres, et tout ça avec des SUV et autres. On voit bien que le gap comportemental, il est là, et bon, finalement, quelque part, l'humain n'est pas monolithique, et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on analyse le consommateur, on va chercher surtout des travaux et des modèles en psychologie cognitive qui sont totalement indépendants de la consommation, mais qui touchent à l'humain en général. L'expérience d'Auchan, M. Aguillon insiste sur un certain nombre d'éléments. Il rappelle l'importance de la proximité, l'importance du prix. Je crois qu'avant, qu'en matière de commerce, et ça remonte à la nuit des temps, j'avais fait ma thèse d'anthropologie sur l'histoire du commerce. Bah, la proximité, c'est un élément majeur. La géographie est majeure. Le commerce va là où sont les consommateurs. On a souvent tendance à dire le commerce centre-ville, c'est un commerce de proximité, le commerce de périphérie, c'est du grand commerce. Non, le commerce de périphérie, il est venu en périphérie parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, parce que les villes étaient détruites et parce que le baby-boom a fait que les familles se sont élargies et sont allées s'installer en périphérie, bah, le commerce est allé s'installer en périphérie. Donc, quelque part, le grand commerce de périphérie, c'est un commerce de proximité pour les gens qui habitent en périphérie. Donc, la géographie est majeure. Le prix aussi, on voit, ça reste essentiel. Par contre, ce que montre l'expérience Auchan et les perspectives qui y sont développées, c'est que la question de la réduction de l'effort, la minimisation de l'effort, qui est un autre élément très important dans la consommation et dans l'achat, sera sans doute traité par le Figital. C'est-à-dire le fait, ou pour le dire mieux par la cross-canalité ou l'omnicanalité, c'est-à-dire le fait de jouer avec les différents canaux disponibles, le drive piéton ici, le supermarché là, l'hyper, la livraison à domicile, pour créer des combinaisons, soit que l'offreur créera, soit que le consommateur ajustera lui-même, pour à chaque fois maximiser son intérêt, minimiser son effort et minimiser les coûts. J'ai aussi été très intéressé, je l'ai peu évoqué dans ma présentation qui était rapide, sur la notion de tiers-lieux. Quand M. Aguillon dit que les centres commerciaux vont sans doute évoluer vers des tiers-lieux, je crois qu'on voit effectivement cette tendance-là pour deux raisons. Une raison du côté de la demande, c'est qu'effectivement, ça permet d'élargir considérablement la fonctionnalité du lieu et pas simplement sur du commerce. Et puis pour des raisons effectivement purement du côté de l'offre, des foncières qui vont être obligées de rentabiliser et de reconvertir une partie de l'offre qui va disparaître en matière purement commerciale. Et puis pour terminer avec l'expérience d'Elmarket, j'ai beaucoup aimé l'idée d'esthétique et d'éthique. Ça me rappelait les travaux du professeur Michel Maffezoli qui parlait d'une éthique de l'esthétique. Et là, l'idée de concilier les deux, concrètement, c'est oui, mais si c'est juste une bonne conscience pour le consommateur, ça ne fonctionnera pas. Il faut un beau produit. Puis finalement, il parle aussi d'une belle relation, du conseil comme en librairie. On sait bien que la loi Lang n'est pas la seule chose qui maintient le marché de la librairie. C'est sûr que ça l'aide et que c'est une loi qui a aidé à éviter qu'il y ait une cannibalisation par le e-commerce des librairies, mais les gens vont aussi dans les librairies, pas simplement parce qu'il y a une loi qui maintient les différentiels de prix, mais aussi parce qu'il y a toute l'ambiance effectivement symbolique et autres, et on sait que ces lieux qui a tendance un peu spéculative sont importants. Donc une belle relation, un beau produit, une belle expérience. On voit dans les malls américains qui souffrent beaucoup, d'autant que leur locomotive n'était pas l'hypermarché, mais le grand magasin, donc avec moins de rotation, moins de volume de transactions et des positionnements plus premium, donc plus attaqués. Ceux qui s'en sortent bien, les grands centres commerciaux américains, sont ceux qui ont
qui ont mis un peu tout ça. La mixité fonctionnelle, des tiers-lieux, des beaux produits, de l'artification. On voit arriver l'art quel que soit le positionnement du centre commercial, dans les mailles, etc. Enfin, voilà, donc on est bien sur cette logique-là. Et tout ça, c'est intéressant, est très attendu par les millennials. On a souvent tendance à croire que les millennials, ils vont être uniquement sur le e-commerce et les réseaux sociaux et qu'ils se désintéressent totalement de ces lieux où il y a des beaux produits, des belles relations et des belles expériences. Pas du tout. Ils sont très attentifs à ça. Il y a une enquête, il y a plusieurs enquêtes, je pense à une enquête de Proco, du CTLM, etc., qui montraient ça, même au niveau européen. Par contre, ça doit être Instagrammable. Donc ça veut dire que tout ça doit être, il doit y avoir une éthique de l'esthétique, mais aussi qui doit changer, qui doit, comme le disent les Chinois, on doit être capable de faire pivoter, parce que l'instagrammabilité accélère considérablement la pérennité, enfin casse un peu, rend obsolète la pérennité de ces modèles qui étaient souvent des choses qui duraient sur du long terme. Pour finir, et pour résumer, le grand enjeu qui ressort de cette discussion, et finalement plus généralement des travaux, par exemple, que nous menons dans le cadre de la chaire Bearing Point à l'ESCP, c'est comment massifier à prix acceptable à la fois une fragmentation des marchés, c'est-à-dire tant de la demande que de l'offre, sur des tas de choses différentes, etc., et des attentes éthiques et complexes. L'occasion, très complexe, le recyclage, très complexe à gérer, éthique, comme on l'a vu, avec des valeurs ajoutées, sociétales, environnementales, etc. Comment peut-on massifier à prix acceptable une fragmentation des marchés et des attentes éthiques et plus complexes? On ne va pas évidemment répondre tout de suite à ça, j'ai terminé, mais je pense que ça amènera beaucoup d'arbitrage, peut-être plus qu'avant, à la fois chez les consommateurs, des arbitrages et des combinaisons de formats, d'offres, etc. Et puis évidemment des arbitrages et des combinaisons chez les distributeurs. Merci Monsieur Badeau. Il est 59 et peut-être pour conclure, bien que ce n'est pas une conclusion, tout d'abord vous remercier les quatre intervenants. Peut-être pour garder cette minute-là, ce que j'ai entendu, on parle aujourd'hui de prix, mais aussi de budget. J'ai vu que un œil des consommateurs sur la gouvernance, sur les gouvernances. On a parlé de mutation chinoise avec un mot qui vient d'arriver, phygital, donc retenons-le. Le caractère social du commerce qui a été évoqué. Monsieur Badeau a parlé de système utopique, hein, un rejet du monde numérique, mais néanmoins des commandes qui augmentent via le numérique. Un nouveau modèle pour les villes, mais aussi, n'oublions pas, le péri-urbain. On n'a pas hésité aujourd'hui à adosser au mot mission sociale le mot développement du business, ce qui est important, qui est une vraie évolution. Mais en tout cas, personnellement, je pense que l'une des difficultés de ce monde d'après, de ce monde de demain, et l'une des clés sera de trouver le bon équilibre entre tous ces paradoxes que l'on a pu évoquer aujourd'hui. En tout cas, l'Agence de développement et d'urbanisme Lille Métropole ne conclut pas cette rencontre parce que c'est vraiment un sujet, le commerce, qui nous anime, qui nous passionne et qui concerne tellement de thématiques. On a pu les aborder aujourd'hui, que ce soit la mobilité, des sujets d'accessibilité, de logistique ou de liens sociaux. Je pense que c'est un sujet sur lequel l'agence continuera à travailler et apportera un regard, de nouveaux regards et aussi peut-être des préconisations, en tout cas accompagnera les acteurs et les territoires dans ce sens-là. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Il est 11 h et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Au revoir.